Le niveau de développement des marchés financiers affecte-t-il l'activité d'innovation conduite par les entreprises? En clair, le fait de disposer de marchés d'actions développés est-il pour un pays un avantage, car les entrepreneurs les plus innovants y trouvent les financements qu'ils recherchent? À l'opposé, les pays qui accordent une place prépondérante à des modes de financement plus conservateurs, comme le crédit bancaire, souffrent-ils d'un véritable handicap? C'est à cette interrogation que Tsu, Tian et Chu proposent d'apporter une réponse dans une étude empirique publiée récemment dans le Journal of Financial Economics. Leurs résultats ont l'avantage d'avoir une portée internationale. 32 pays sont concernés par cette étude, et de reposer sur une analyse économétrique extrêmement fouillée. Lorsqu'on aborde la question du lien entre la finance et l'innovation, on peut distinguer deux grandes écoles. D'un côté, il y a ceux qui, à l'instar de Schumpeter, affirment que le développement du système financier d'un pays est critique pour la croissance de ses activités innovatrices. En fournissant les capitaux nécessaires et les services associés à une gestion des risques, la finance a un véritable rôle moteur. À l'opposé, un large courant de la littérature économique suit Robinson, dans son article de 1952, et affirme que c'est la finance qui suit et qui non qui précède l'innovation. Ce sont les économies riches en opportunités nouvelles d'investissement qui attirent le plus les capitaux et suscitent le développement des services financiers. L'article de Tsu, Tian et Chu s'inscrit dans une vision plus schumpeterienne de la question. Afin de pouvoir tester l'influence de la finance sur l'innovation, Tsu, Tian et Chu proposent deux mécanismes de transmission des effets. Le premier considère qu'un marché financier développé permet de mobiliser dans les meilleures conditions les capitaux nécessaires et de diminuer leurs coûts. Ceci est particulièrement intéressant pour les firmes qui ne peuvent pas autofinancer leurs opportunités d'investissement trop nombreuses. Le deuxième mécanisme s'intéresse aux difficultés rencontrées pour expertiser les risques élevés d'activités novatrices. Lorsqu'une communauté d'analystes et d'experts s'intéresse aux projets industriels, une quantité incomparable d'informations est produite et traitée. Il en résulte que plus de projets high-tech sont entrepris, même si les difficultés dues au hasard moral ou à l'asymétrie d'information y sont encore beaucoup plus élevées. De ce point de vue, les marchés de fonds propres ont un avantage incomparable. Parce que les investisseurs sont intéressés aux résultats favorables, tout en limitant leurs risques du fait d'une responsabilité limitée, ils acceptent plus volontiers de poursuivre des projets risqués. De plus, pour obtenir la valorisation la plus équitable, ils sont incités à rassembler l'information la plus large. Les projets high-tech sont d'autant mieux accueillis qu'ils se prêtent aux solutions de financement les plus sophistiquées, qui exigent de manière directe ou dérivée l'utilisation des actions. Enfin, une clientèle d'investisseurs particuliers semble manifester une préférence pour ces projets de type jackpot, à probabilité faible mais non négligeable de rendement astronomique. Le financement par dette apparaît moins favorable lorsqu'il s'agit d'opportunités innovantes, gourmandes en capitaux externes. Le prêteur est bien moins incité à prendre des risques puisqu'il ne profite pas des perspectives de profit élevés en cas de réussite. Par ailleurs, les cash flows générés sont souvent maigres au départ et insuffisants pour couvrir les obligations nées des dettes. Les banques, utilisant majoritairement des ressources provenant de dépôts ou d'emprunts, doivent veiller à leur solvabilité. Elles ne peuvent pas, en conséquence, s'exposer à des risques élevés de défaut et sont conduites à une plus grande prudence. Par ailleurs,
le financement d'actifs, le plus souvent incorporels dans les entreprises innovantes, ne leur permet pas d'obtenir des garanties et les expose à des problèmes d'agence délicats à régler. C'est pourquoi Zhu, Tian et Chu se proposent de tester deux hypothèses. Selon la première, les marchés d'actions encouragent le financement de l'innovation dans les secteurs gourmands en capitaux, alors que le financement par dette le décourage. Selon la seconde, le financement par action est plus favorable que le financement par crédit aux activités high-tech. L'étude de Zhu, Tian et Chu a une portée internationale. 31 pays pour lesquels les données étaient disponibles sont concernés. L'échantillon couvre aussi bien des économies développées, principalement européennes, que des pays émergents. Le cas des États-Unis d'Amérique est traité différemment. Il sert de benchmark. Les auteurs considèrent que c'est le pays où les marchés d'actions sont les plus développés, et ce pays peut donc jouer un rôle de référent. L'étude agrège les données par secteur, par pays et par année. L'unité sectorielle est le code SIC au niveau de 2 digits. Mais les résultats ont été aussi obtenus avec une classification plus fine. Les données sont annuelles et couvrent la période 1976-2006. Les mesures d'innovation sectorielle par pays et par année ont été normées pour chacun des 31 pays par la mesure équivalente observée dans le même secteur aux États-Unis. Zhu, Tian et Chu estiment en données de panel un modèle de régression où la variable dépendante est une mesure de l'innovation dans le secteur, le pays et l'année considérée. Les deux variables explicatives principales sont le produit de l'importance dans le pays d'un mode de financement, action ou crédit, par une caractéristique du secteur. Deux variables de contrôle et des effets fixes sont introduits dans ce modèle. Les mesures de l'innovation ont été produites à partir de la base US Patent and Trademark Office, qui recense tous les dépôts de brevets aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit du nombre de brevets demandés chaque année par des firmes non américaines sur le marché le plus important du monde. Vu le poids économique, on peut penser que les innovations les plus significatives y figurent. Cette base de l'USPTO contient une information riche sur chacun des brevets concernés. Il est possible de recenser le nombre de brevets cités dans chaque demande. On peut ainsi mesurer son impact à travers le nombre de citations. De plus, si un brevet emprunte des citations dans des technologies très variées, il peut être alors vu comme original. S'il est cité dans des domaines technologiques très différents, il peut être alors considéré d'application fort générale. Pour qualifier le type de financement dominant dans chaque pays, Zhu, Tian et Chu utilisent deux ratios. La somme des capitalisations boursières normées par le PNB du pays traduit l'importance des fonds propres mobilisés sur un marché d'actions. La somme des crédits bancaires, normée elle aussi par le PNB du pays, illustre l'importance du système bancaire dans le financement. Pour chaque entreprise et chaque année, Zhu, Tian et Chu estiment un ratio à partir des dépenses d'investissement et de recherche et développement, et des flux de trésorerie d'exploitation. Pour chaque année et chaque secteur, il dispose d'une mesure de dépendance à travers la médiane de ce pourcentage de dépenses non autofinancées. Ils retiennent finalement, pour caractériser le secteur, la médiane sur la période 1976-2006.
Pour déterminer le caractère high-tech du secteur considéré, il calcule le pourcentage annuel de variation des dépenses de R&D. Sur la période 1976-2006, il conserve pour chaque entreprise la médiane de ce pourcentage. Enfin, pour qualifier le secteur, il recourt à la médiane de ces médianes par firme. Passons aux résultats. Les analyses de régression mettent en évidence un effet positif et significatif du développement des marchés d'actions dans les secteurs très dépendants en financement externe. À l'opposé, le financement par crédit bancaire a tendance à réduire l'innovation dans ces mêmes secteurs. Les effets sont significatifs au plan économique, entre plus 4% et moins 10% du nombre relatif de brevets. Il faut se rappeler que le nombre de brevets dans un pays est ici normé par le nombre équivalent dans le même secteur aux États-Unis d'Amérique. La moyenne de cette mesure est de l'ordre de 5%. Des variations de 4 ou de moins 10% sont donc hautement significatifs par rapport à cette moyenne. Les mêmes effets sont relevés au sein des secteurs considérés comme les plus high-tech. Lorsqu'on passe, par exemple, pour chaque mesure, du financement observé dans le premier quartile au financement observé dans le troisième quartile. Nous n'avons ici repris que les mesures de significativité des différents coefficients de régression utilisés. 3 étoiles signifient au seuil de 1% et 2 étoiles au seuil de 5%. Pour les autres mesures construites à partir des brevets, les coefficients sont tous significatifs. Dans cette étude n'apparaît qu'une seule exception. Quand l'intensité de l'innovation est mesurée par le montant des dépenses en recherche et développement, les liens précédents n'apparaissent plus. Ceci semble suggérer que les firmes ne réduisent pas leur budget total en recherche et développement, mais dépensent différemment. En conclusion, cette étude montre que les secteurs les plus gourmands en financement externe et les plus intensifs en technologie avancée ont un taux d'innovation plus élevé dans les pays où les marchés d'actions sont très développés. Les économies, qui reposent principalement sur des financements bancaires, semblent décourager beaucoup plus les innovations, ou du moins ne pas inciter à réaliser les dépenses en recherche et développement les plus efficaces dans le domaine, les plus productives en nombre de brevets.